Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous poser cette question. D'après vous, qui est Superman? C'est le super-héros le plus fort du monde? C'est le sauveur de l'humanité? Ou bien c'est juste un héros sombre qui doit sombrer dans l'erreur, qui doit devenir violent suite à une mort atroce, ou bien un traumatisme qui lui a choqué? Eh bien, c'est la question du jour. Qui est réellement Superman? Et je vais sûrement vous donner l'impression d'imposer un avis comme celui-là, mais ça reste que mon interprétation et on est totalement libre d'en débattre en commentaire. Mais à mes yeux, Superman, c'est un porteur d'espoir, un symbole d'espoir. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Superman est sorti il y a entre 3 et 4 semaines selon le temps où je tourne cette vidéo et au vu de l'engouement qui a été créé autour de ce film et surtout des avis divergences qui sont en train de se propager sur la toile, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que j'y apporte ma propre contribution à moi aussi parce que à la base je voulais justement y apporter mon avis en post sur YouTube à propos du film qui vient de sortir comme je l'ai fait avec les films précédents tels que Signers, Electric States, etc. Mais je me suis dit, non, ça mérite vachement de vidéos parce qu'un post qui se perd dans le sein de YouTube, c'est pas non plus le plus sain. Donc j'ai pensé à vous et je me suis dit, allez, c'est mieux que j'en fasse une vidéo. Mais plutôt que de faire une critique globale sur ce film-là, je me suis dit qu'il serait peut-être mieux que je puisse parler de Superman dans toute sa globalité. Comme ça au moins je mets à peu près d'accord tout le monde et j'arrive un petit peu à rassembler tout le monde sur un seul et même avis plutôt que de séparer les gens qui sont nostalgiques du Superman de Christopher Reeve, des gens qui préfèrent la version Snyder et qui disent que DC Comics doit être sombre et doit rester sombre, et des autres de nos jours qui ont aimé ce film et qui le suracclament à propos de critiques dont on va revenir plus tard. Après il y a aussi les fans de Smallville, mais bon, à supposer que ces gens-là existent encore parce que voilà, hein, celles et ceux qui étaient là lors de la trilogie du samedi, levez la main. Putain, j'ai failli la lever parce que j'étais encore bébé à cette époque-là, du coup j'ai pas pu y participer, désolé. Mais avant de commencer, eh bien on va revenir sur les origines de Superman. Qui c'est qui l'a créé, dans quel but, pour quelle raison. J'ai déjà plus ou moins abordé ça dans la chute de l'univers DC Extended Universe engendré par Zack Snyder en 2013, mais je n'avais fait que survoler le sujet. Mais là, on va commencer vraiment à s'enfoncer de plus en plus sur le sujet, à savoir qui a créé Superman, pour quelle raison, et comment est-ce qu'il a évolué au fil du temps. Bon, pas en comics parce que je ne suis absolument pas renseigné sur le sujet. Ça, c'est à vous de me dire en commentaire, hein. Nous sommes en 1933. Jerry Siegel et Joe Shuster sont deux Américains qui se fréquentent depuis l'adolescence et qui partagent leur vie au lycée. Et c'est en 1933, à leurs 17 ans précisément, qu'ils décident d'inventer ce que l'on nommera Superman, soit l'homme d'acier. Mais c'était pas encore le Superman que l'on connaît aujourd'hui. Car à la base, ce Superman-là, en fait, c'était l'histoire d'un homme qui ingérait de la drogue pour avoir des super pouvoirs. Ouais, on revient de très très loin, hein. Bon, au début, ce genre d'histoire, ça plaît pas trop à tout le monde. Du coup, le comics qui créent tous les deux n'est pas très vendu. Du coup, l'histoire commence un petit peu à se remodifier. Ils disent peut-être, l'histoire de Superman qui prend de la drogue pour pouvoir avoir des super pouvoirs, c'est pas une si bonne idée que ça. Et c'est petit à petit, en se remettant en question, que les mecs vont commencer à se dire, est-ce que ce serait peut-être pas mieux si le personnage était mieux écrit? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, tu vois, de plus intéressant à raconter? Et c'est ce qu'ils feront. Ils commenceront un petit peu à se remettre en question, ils commenceront à avoir des idées un peu à droite à gauche. Par exemple, le simple fait que Jerry porte des lunettes suffira à lui faire dire que peut-être que si cacher son identité secrète via ses lunettes, ça pourrait peut-être un petit peu aider à la construction de la chose. De sorte à dire à ce que par exemple, si Superman porte des lunettes, difficile de le reconnaître parce que quand tu portes des lunettes, t'es pas non plus vu comme la meilleure personne au monde, du moins c'est ce que lui pense et c'est ce qu'il dit en interview d'ailleurs. Et il commence même à prendre inspiration en s'inspirant justement de ce qui est écrit dans les pulps. Bon, pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que le pulp, je le redis ici, mais j'en parle aussi justement dans ma vidéo sur la chute de l'univers extended d'ici.
Mais bon, si vous avez pas envie de vous prendre la tête, allez voir cette vidéo, je vous passe un extrait pour que vous puissiez comprendre. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi les pulps, bah, c'est un petit peu des one-shots de comics, si vous voulez. En gros, c'est genre des petits comics qui durent maximum une trentaine de pages et qui racontent une petite histoire. Voilà, donc, globalement rien de folichon non plus. Ils trouvent des inspirations du côté de Zorro, de Tarzan, de Flash Gordon à cette époque-là, et même d'un dénommé Doug Savage, qui sera décrit d'ailleurs dans ce même pulp comme un Superman, comme un homme super, enfin un super-homme quoi si vous préférez. Si je dis ce nom-là en anglais, c'est parce que ce nom aura justement tout ce sens et c'est ce même nom qui donnera cette idée de Superman. Soit, comme on dit dans le dicton américain, quand on décrit un homme comme un super-homme, c'est quand il fait des choses extraordinaires. Et lorsqu'ils ont écrit le personnage de Superman, eh bien c'est comme ça que leur est venue l'idée de ce super-homme extrêmement fort, d'où le nom Superman. Mais la plus grosse inspiration de Superman, eh ben, c'est le côté juif de nos deux auteurs. Parce que ouais, j'ai oublié de le mentionner, mais les deux auteurs sont juifs. Vous allez me dire, quelle importance est-ce que ça a dans l'histoire? Et bah ça résume absolument le propos de Superman, à savoir le représenter un petit peu comme une sorte d'être venu un peu d'ailleurs pour apporter un peu de réconfort et un peu de fraîcheur au reste du monde. Joe et Jerry, soit les deux J qui n'ont rien à voir avec Jules, sont en réalité deux juifs qui, comme ils ont vécu dans les années 30 en Europe, forcément, vous vous en doutez, ils ont forcément subi énormément d'antisémitisme de la part de leur peuple, surtout à une période où le fascisme et le nazisme commençaient à de plus en plus prendre le pouvoir et de plus en plus d'ampleur sur le reste du monde, ce qui les a conduits donc à fuir leur pays d'origine pour s'installer justement aux États-Unis. Du coup, on peut quasiment les considérer comme des immigrants et ils ont voulu retranscrire ça via le personnage de Superman. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui disent que c'est choquant d'apprendre que Superman est woke sous prétexte qu'il est traité comme un immigrant. Il est parfaitement anormal que des gens puissent venir dans notre pays sans y avoir été invités, en violation totale des lois de la République française et contre l'avis du peuple français qui, s'agissant des habitants des Alpes-Maritimes, subissent dans les villes aux alentours les tensions. Je pense que les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui seront les chiffres de la délinquance et de l'insécurité de demain. Non mais dis-moi, c'est pas possible, t'as un secret. Comment tu fais pour être aussi con? Et justement, le dernier coup de maître au milieu de tout ça, c'est que ces derniers sont allés voir Detective Comics, soit l'agence qui s'appelait avant d'être DC Comics comme on le connaît aujourd'hui, verront le comics, ils verront un potentiel, même si pas trop non plus, mais décideront quand même de le publier. Résultat des courses, le public est accroché au personnage de Superman et on deviendra même aujourd'hui le comic le plus vendu de tous les temps, plus que n'importe quel manga à ce jour. Mais ce qui va le plus accrocher le public, c'est tout simplement de voir Superman buter la gueule à Hitler en fait, tout simplement, parce que c'est pas la première fois que Superman tue dans les fictions, dit comme ça a l'air choquant de voir ce genre d'image, mais Superman, quand il fallait taper du méchant, fallait le faire. Mais après en même temps, c'était l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où on manichéise un petit peu plus les super-héros, enfin où on les démanichéise et on essaie de leur donner un peu plus de profondeur, un peu plus de réflexion, etc. Non, quand tu voulais faire un méchant, il fallait qu'il soit méchant, c'est tout. Pas de profondeur, pas de développement artistique, pas de personnage un peu plus complexe que ce qu'on peut croire. Peut-être que ça se trouve il est pas si méchant que ça. Non, t'oublies ça direct. Ici-bas, quand tu veux faire un méchant, il doit être méchant. T'as pas à te poser de questions. Mais néanmoins, ceci est représenté vraiment comme un énorme coup de gueule par rapport à l'antisémitisme qu'ils avaient subi dans les années 30. Je m'explique. Le comic sort en 1938 et commence petit à petit sa publication dans les années 40 plus précisément. Et on sait qu'à cette époque-là, la Seconde Guerre mondiale avait déjà éclaté. Surtout en Europe. À cette époque-là, les forces anglaises étaient forcées d'évacuer le camp français parce qu'ils commençaient petit à petit à se faire envahir par les Allemands qui ont commencé petit à petit à prendre le pouvoir sur la France et à de plus en plus construire des camps juifs aux alentours. Tandis que du côté du Pacifique, ça s'arrange pas non plus des masses, puisque de l'autre côté, le Japon décide carrément d'attaquer une base des États-Unis, histoire un petit peu de leur foutre la misère. Bon, le Pearl Harbor, comme vous le connaissez, quoi. Sans compter l'URSS qui s'est carrément allié à l'Allemagne pour justement attaquer la Pologne et ainsi y faire asseoir la domination dessus. Bref, c'est vraiment une catastrophe dans le reste du monde et c'est clair que ça va pas bien. Donc voir un super-héros comme celui-là déboîter la gueule à Hitler comme ça gratuitement plus qui plus est, c'était quelque chose de cathartique qui était vu de la part des spectateurs, de voir un super-héros buter la gueule à un nazi comme ça faisait du bien pour la plupart des gens, même si pour d'autres c'était absolument mal vu.
D'autres voient ça comme le fait de se mêler des affaires qui ne regardent absolument pas les États-Unis, comme quoi il faut juste rester dans son coin et laisser les choses se faire, tandis que nous on vit une vie tranquille, pépère, sans demander l'aide de qui que ce soit. D'autres ils voient ça comme quelque chose de complètement illégitime et qui devrait plutôt rester dans leur coin plutôt que d'avoir à se mêler des affaires des autres. Enfin bref, tout ça pour dire que le côté positif et agressif envers les nazis du Superman ne convient pas du tout au reste du public qui sont clairement hermétiques à voir ce genre de choses, voire même scandalisés de se dire que on voit juste un mec en train de taper un nazi, soit des mecs qui haïssent les juifs pour quelconque raison particulière et se contentent juste de conquérir le reste du monde uniquement pour y imposer leur propre dictature. Alors qu'en réalité, tout ce que fait Superman, c'est juste défendre le monde en fait. Défendre contre des oppresseurs qui souhaitent imposer leur vision au reste du monde. Cependant, ce qui compte, c'est qu'au reste du monde, Superman a au moins un minimum donné un espoir au reste du monde. L'espoir qu'il reste des gens bien et tout le monde mérite d'avoir son propre héros. Et ce héros, pendant cette époque-là, c'était Superman. Résultat des courses, le héros aura droit à un succès retentissant qui se fera entendre. Et la suite, bien sûr, on la connaît. Des comics apparaîtront à foison, une Justice League qui apparaîtra avec les autres super-héros que l'on lui connaît. Et après ça, DC Comics connaîtra petit à petit le succès. Jusqu'au rachat de DC Comics par la Warner qui souhaite maintenant en faire des films. Et c'est vraiment là où la vidéo va commencer à devenir intéressante. Le tout premier film officiel qui apparaîtra autour de Superman s'appelle Superman et les nains de l'enfer. Dans l'histoire, il souhaite interviewer un mec qui souhaite creuser du plus profond d'un trou une tombe où se trouve énormément de pétrole, donc de quoi bien se faire d'oseille et justement asseoir des ressources pétrolières tout simplement. Sauf que dans ce même endroit vivent des créatures et ces créatures elles sont nocturnes et donc ne sortent que la nuit. Et du coup, ça embête un petit peu ces créatures qui, elles, ont juste demandé de vivre et ne veulent pas être dérangées, en fait, tout simplement. Et donc, le but de Superman, ça va être de l'arrêter. Comme quoi, Superman, même quand c'est un sauveur, il sauve même les plus petits animaux les plus inoffensifs. Comme quoi, Superman a du bon cœur et sert aussi de parallèle à l'époque où l'on vit aujourd'hui, à savoir vouloir à tout prix récolter des énergies fossiles pour vouloir à tout prix le progrès technologique, la puissance absolue d'un pays à un autre pour pouvoir asseoir encore plus sa domination au reste du monde. Bref, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui, même encore maintenant. Ceci dit, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est l'acteur principal du nom de George Reeves. George Reeves est un acteur qui est peu connu à cette époque-là, même encore aujourd'hui. C'est surtout pour son rôle de Superman et surtout le tout premier à avoir porté la cape de Superman qui le rendra connu. Et d'ailleurs, petite anecdote, il a même eu un rôle dans Autant emporte le vent. Bon, je ne sais pas exactement lequel, mais j'ai vu sur Wikipédia qu'il était mentionné qu'il aurait joué dans Autant emporte le vent. Voilà, donc si jamais vous le retrouvez dans le tas, n'hésitez pas à me dire où. Seulement, on aurait pu se dire que tout allait se passer bien après ça pour le reste de sa vie. Seulement, après ça, il aura une liaison avec une bar girl, enfin une bar woman, si je puis dire. Et à la suite de tout ça, suite à leur fiançailles plus ou moins fait, et ce dernier met fin à ses jours avec une balle dans la tête. Une enquête suivra son cours suite à la mystérieuse circonstance de la mort de ce dernier via une liaison qu'il avait eue justement avec un directeur de production et justement sa femme. D'autres penseront que c'est carrément sa fiancée qui essaiera de faire en sorte à ce qu'il mette fin à ses jours, mais en réalité ce serait potentiellement elle la principale suspecte, sauf que cette dernière meurt prématurément en 1963. Enfin bref, c'est une enquête très difficile à résoudre et qui de toute façon de nos jours n'a toujours pas été résolu. Et d'ailleurs, dernière petite anecdote importante, un film du nom de Hollywoodland apparaîtra et mettra justement en scène Ben Affleck dans le rôle de George Reeves justement. Quelle ironie. Et ce sera même un enquêteur joué par Adrien Brody qui jouera son propre rôle. Voilà, la petite anecdote comme ça qui fait plaisir. C'est donc un bref triste sort qui est réservé pour cet acteur qui avait sûrement énormément de potentiel. Après je dis ça, je n'ai pas vu la série parce que bon, je pense qu'elle est un peu vieille pour que je puisse la retrouver, mais si ça se trouve, si quelqu'un me la retrouve en bon état, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je la verrai avec plaisir. Ce dernier a fait un fort potentiel, mais laisse malheureusement un vide considérable pour ses fans de l'époque, faisant presque passer Superman de seconde zone et nous faisant oublier cet acteur.
Cette fois-ci, nous sommes dans les années 70 et les États-Unis vont mal, très très mal. Déjà, guerre du Vietnam, crise économique, problème d'essence. Bon, c'est un peu la même chose que nos jours, mais les deux autres sont mis de côté. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important aussi, ce sont les films qui sortent au cinéma à cette époque-là. À savoir Planète des singes, French Connection, Apocalypse Now et Taxi Driver et plein d'autres encore que j'oublie. Le Parrain aussi. Bref, que des films bressons, noirs et qui ont toutes et tous un point commun malgré une différence. Leurs histoires finissent mal. Tous, sans exception. Il y a juste Star Wars qui arrive et qui apporte un peu plus d'optimisme, un peu plus de côté positif à la chose. Cependant, ça suffit pas. Il faut quelque chose de plus percutant. Quelque chose qui puisse ramener un peu plus de lumière et de luminosité à ce monde devenu tellement bresson que à ce stade, on a envie un peu de changer d'air en fait. Et qui de mieux justement pour apporter un peu de positivité et un peu d'air frais dans toute cette histoire que Superman justement. Superman est revenu avec un nouvel acteur, une nouvelle histoire et surtout avec des moyens un peu plus poussés, un peu plus évolués qu'aujourd'hui. Les gens ils ont vu Star Wars, ils se sont dit putain, si avec Star Wars on peut faire des trucs comme ça, imagine ce qu'on peut faire avec Superman. Surtout au vu de ce qui était dessiné à cette époque-là dans les comics. La réalisation est confiée à Richard Donner, qui lui s'occupera de faire The Lethal Arm, à savoir la trilogie des armes fataux, mais qui avant ça avait quand même fait La Malédiction et Les Anges des Démons. Passer d'un film aussi sombre que La Malédiction à Superman à la suite de son CV, c'est vrai que ça peut faire quelque chose de bizarre, surtout pour un réalisateur comme celui-ci. Et en acteur principal, on retrouve celui qui deviendra le plus légendaire dans ce rôle, Christopher Reeve. Et non pas Reeves, comme certains disent, parce que oui, on a bien eu George Reeves à l'époque, mais il n'y avait pas de S pour Christopher Reeve. Ils ne sont pas de la même famille, comme ça, bon, voilà. C'est dit, et voilà. Et ce qui est cool, c'est que maintenant qu'on s'intéresse enfin à quelque chose d'un peu plus connu et surtout que j'ai vu, on va pouvoir être un peu plus sélectif sur l'avis que j'ai et on va vraiment pouvoir passer aux choses sérieuses. Là, c'est le plat résistance, on va pouvoir se servir. Bon, déjà, soyez contents que j'ai quand même vu la trilogie et non pas la quadrilogie, parce que Superman 4, c'est reconnu comme le pire Superman pour la plupart, donc on va pas s'y frotter non plus. Avant de parler de ce Superman-là, il faut qu'on détaille un détail très important dans le comics. Dans les premiers comics de Superman, parce qu'il y a eu du développement par la suite forcément, et Superman était trouvé par des fermiers après s'être écrasé sur Terre pour la première fois, mais ces fermiers n'ont pas décidé de l'adopter directement. Non, ils l'ont déposé dans un orphelinat et c'est là-bas que le Clark Kent sera développé et développera petit à petit ses super pouvoirs. Et je vous cache pas que ça aurait été un peu pas terrible, si vous voulez mon humble avis. Richard Donner voit ça et se dit non, ça va pas le faire. Il vaut mieux que ce soit les fermiers qui l'adoptent directement et après ça, on pourra le faire développer, le faire devenir journaliste à Metropolis, exactement comme c'était prévu. Là déjà, je peux reconnaître des qualités énormes à propos de ce film. Pour les moyens que ça a, je trouve le film plutôt bien fait. C'est très beau, il y a certains fonds verts qui se voient, certes aujourd'hui, mais pour l'époque, je trouve c'est super bien fait. On est en dessous de Star Wars, ça je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que par la suite, les effets spéciaux se dégraderont un peu plus et paraîtront moins réaliste. C'est l'époque peut-être qui veut ça, mais être plus moche que les précédents films, ça par contre c'est inexcusable. Déjà l'acteur Christopher Reeve incarne un Superman incroyable lorsqu'il est à l'écran, et lorsqu'il met ses lunettes et son costard cravate de Clark Kent, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une personne un peu introspective, pas très bavard, et surtout qui essaie de se mettre dans les conversations des autres mais a du mal, se montre pas très sociable. Bref, c'est vraiment un personnage ultra attachant, ce qui le rendra très attachant lorsqu'il rencontrera justement la dénommée Lois Lane. Une de mes Lois Lane, c'était peut-être la meilleure Lois Lane préférée que je n'ai jamais vue. Déjà, on a affaire à un personnage, qui se cherche un petit peu, mais qui se contente seulement de faire son métier, mais tu sens qu'elle n'est pas vraiment heureuse au sein de ce métier. Et c'est que lorsqu'elle rencontre Superman qu'elle commence petit à petit à retrouver foi en l'humanité. Cette rencontre, elle est mythique, elle est légendaire, et surtout, elle est incroyable. C'est peut-être ce que j'ai vu de plus beau dans un film de super-héros. D'ailleurs, je vous conseille de noter ceci sur le carnet. Je vous sers un verre de vin ? Non merci, quand je vole, je ne bois pas. Voilà, j'espère que c'est bien noté pour vous. On va y revenir plus tard dans le film suivant. Si je vous montre ce passage, c'est parce que on nous détaille dans l'histoire que Lois Lane fume. Enfin, en tout cas, avant l'interview. Et lorsqu'elle apprend que Superman ne fume pas et ne boit pas et se montre comme une personne responsable, ça change un peu plus la donne et ça montre Lois Lane un peu comme une personne qui a encore un peu envie de vivre. Parce que ouais, je vais sûrement vous choquer, mais fumez tu. Bon, après c'est écrit dans les paquets, mais après si vous fumez, c'est votre problème. Alors dit comme ça a l'air d'être un simple détail, mais ce détail montre une chose. Lois Lane n'avait pas trop foi en sa vie et donc se tuait en fumant. Et c'est en rencontrant Superman
qu'elle se dit que c'est peut-être une bonne idée d'arrêter de fumer parce que bah peut-être que fumer bah ça évite de la tuer. Et d'ailleurs au passage Superman la rassure en lui disant que bah elle n'a aucun problème de santé dans ses poumons. Après lui avoir fait la fameuse morale de pas fumer. Vous savez que c'est très mauvais pour vous de fumer. Dites-le franchement, le cancer me guette, hein? Eh bien, pas encore, grâce à Dieu. La rencontre commence par une simple interview entre les deux, elle est simple, elle fait que questionner ce qui est réellement Superman, quels sont ses super pouvoirs, quelles sont ses faiblesses, d'où est-ce qu'il vient, tout un questionnement qui a l'air basique et banal sur le plan, mais avec la musique en fond, la mise en scène de Richard Donner via le chant contre chant, parce que ouais, dit comme ça a l'air d'être un simple chant contre chant, mais quand on regarde les différents zooms de caméra qui est donné sur le côté intime, lorsque la conversation devient un peu plus resserrée et surtout qu'elle devient beaucoup plus intéressante, un peu plus croustillante, à la fin leur rencontre se termine via ce vol que j'ai trouvé magnifique, j'en ai eu littéralement les larmes aux yeux. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'un film m'a refilé les larmes aux yeux, alors que j'ai même pas pleuré, putain. C'est sûrement l'une des plus belles, c'est peut-être la plus belle scène que j'ai pu voir dans un film de super-héros. Et j'aimerais tellement revoir une scène de cette envergure, de cette puissance, et surtout de cette émotion, tellement elle était belle. Franchement, si les films de super-héros avaient ce genre de qualité narrative tous les jours, j'applaudirais franchement. Autre point positif, les parents de Clark Kent. Les parents sont bien. Ouais, ils sont bien. Le seul gros problème, c'est que je leur reprocherais un manque de présence, mais on y revient plus tard. Les parents, pour Superman, c'est super important, parce qu'on passe quand même de Superman qui avait des parents biologiques, tout ça pour ensuite aboutir à des parents adoptifs. Et déjà, les parents biologiques semblent donner un minimum de morale, notamment via le personnage de Marlon Brando. Ouais les gars, Marlon Brando joue le père biologique de Superman. Même moi je savais pas, j'ai appris ça en regardant la vidéo de Réservoir Vlog sur le documentaire de Marlon Brando. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, elle est super. Et même si j'ai trouvé le dialogue un peu hasardeux de la part de Marlon Brando, même si c'est justifié, et ça rajoute un petit peu de lumière et surtout un peu de... comment dire, un peu d'espoir et un peu de charme et surtout un peu d'amour envers le personnage de Clark Kent justement dans ce film. Et ça rend le film justement encore plus beau, surtout lorsqu'il atterrit sur Terre et qu'il rencontre ses parents adoptifs et qui lui inculquent quelques valeurs et qui surtout nous montre cette scène où le père et le fils discutent. Une scène qui peut sembler banale au premier abord, mais qui se symbolise via la crise cardiaque de Jonathan justement. Oh non. Parce que ouais, on nous montre dans ce film que Superman peut sauver tout le monde. La preuve que non. Parce que qu'est-ce que Superman peut faire avec tous les pouvoirs qu'il a contre une crise cardiaque? Une maladie, littéralement, naturelle qui pousse à la mort de son hôte. Exactement. Il ne peut rien. Et ça va être un thème qui va revenir à un moment donné dans le film, dont on reviendra plus tard. Ensuite, parlons aussi de Lex Luthor, la némésis principale de Superman, ici incarnée par Gene Hackman, qui d'ailleurs j'avais découvert dans la famille Telenbug, et je savais même pas qu'il avait joué dans ce film-là. Allez d'ailleurs regarder ce film, il est vraiment pas mal, il est très intéressant. Et en ce Lex Luthor, il est hyper convaincant. On a affaire à un Lex Luthor intello, businessman presque, même si on aimerait bien voir l'entreprise dans laquelle il travaille, qui lui est prêt littéralement à sacrifier un pays tout entier, une région tout entière sur le coup, mais on va presque dire que c'est un pays, puisque c'est quasiment la taille d'un pays, la Californie, juste pour pouvoir y construire une entreprise et aussi un énorme business juste pour lui. Un petit peu comme de nos jours, Donald Trump voudrait raser l'entièreté de Gaza pour en faire une station balnéaire à la Dubaï. C'est quoi qui dégage celui-là? Oh putain. On a clairement affaire à un esprit ultra tordu au point que même Superman se dira que ce mec est beaucoup trop tordu pour rester libre et avoir des idées aussi tordues que celle-ci. Ce mec est tellement tordu qu'il va jusqu'à trouver un cristal de météorite de Krypton nommé Kryptonite pour s'en servir contre Superman afin de l'affaiblir. Et ça marche. Presque, mais ça marche un peu. Car avoir comme plan élargir la faille de San Andreas pour engloutir la côte des États-Unis, de la Californie, tout ça pour ensuite se permettre de construire tout ce qu'il veut par-dessus, et ça le rend d'autant plus malsain et surtout d'autant plus tordu. Et même si à la toute fin Superman arrive presque à sauver tout le monde, il n'a pas pu sauver une personne. Et cette personne, comme par hasard, c'est celle qu'il aime. Ce dernier
n'a pas pu sauver Lois Lane après être arrivé en retard suite à après avoir été affaibli par la kryptonite. Et donc, il en a des remords parce que il n'a pas pu se dire qu'une personne aurait pu être sauvée plus qu'une autre. Dès lors, il commence à avoir des remords et va même jusqu'à violer les lois de Jor-El jusqu'aux mêmes lois de la physique qui lui disaient qu'il ne devait non seulement pas se mêler des affaires des êtres humains, ce qu'il fera de toute façon parce que sinon, voilà, il crève, hein, mais il a déjà fait dès le début du film, donc voilà, je comprends pas pourquoi... Mais bon bref, ça c'est un autre détail. Mais en plus, il va jusqu'à carrément retourner la Terre dans un autre sens afin de remonter le temps pour pouvoir au minimum sauver Lois Lane et en plus empêcher la catastrophe nucléaire qui vient de se produire à la faille de San Andreas. Après, il aurait aussi pu faire ça dès le début, mais bon, ça c'est une autre histoire. Parce que justement, s'il va jusqu'à violer les lois de la physique juste pour sauver une femme, il le fait aussi afin d'empêcher toute la catastrophe qui vient de se produire. Afin de remonter au minimum le temps et aussi effacer l'erreur qui a été commise. Car son erreur finalement c'est d'être arrivé un peu en retard. Bon certes il a été affaibli par une kryptonite, mais quand même il est arrivé en retard, du coup il paie les actions de son propre retard. Car il ne peut absolument pas tolérer que ne serait-ce qu'une vie sacrifiée comme ça, sans aucune raison, puisse être sacrifiée. Et il va jusqu'à ce niveau-là, dépasser les lois de la physique pour sauver une seule personne et une seule créature vivante. Et au-delà de ça en plus, il arrive carrément à surmonter la mort de Jonathan Kent. Jonathan a été tué par une crise cardiaque, ce qui devait forcément arriver. Mais cette Loïs, elle n'était pas censée arriver justement. Et c'est en faisant ça, en écoutant en plus de ça les paroles de son père adoptif, qu'il fait ce genre de choses, qu'il remonte le temps, en sauvant Lois Lane grâce aux paroles que son père lui avait émises. C'est pour ça qu'on dit que cette génération-là, elle avait des valeurs à défendre. Et ouais. Une chose dont je suis tout à fait sûr, c'est que tu es ici pour une raison précise. Il t'est interdit de modifier Ces choses que je dois faire, toute cette puissance, j'ai même pas été capable de le sauver. Eh ben voilà, c'est bon, t'as parlé du Superman parfait, l'un des films les plus parfaits de tous les temps, c'est bon, on a la meilleure génération, c'était mieux avant, merci d'être passé, on peut admettre que tout était parfait à ma génération, allez bonne journée les enfants. Alors certes, j'ai dit du bien de ce film, mais faut aussi admettre qu'il y a des défauts. Et pas qu'au niveau des effets spéciaux, parce que ça, je leur pardonne, c'est dû à l'époque, car le film est sorti en 1978. Et 1978, c'est pas la porte d'à côté, hein. Dites-vous, on est plus proche de 2050 que de 1978. Ouais, je sais, dit comme ça fait un énorme choc, mais reprends-toi ma gueule, ça va aller. Tout à l'heure, j'ai vite fait parler du manque de présence des parents adoptifs de Superman, et même des parents biologiques, et c'est clair que ça manque cruellement. Bien sûr, c'est bien aussi de mettre un petit texte à Jonathan au début du film, ça y a pas de souci. Or, le gros problème, c'est que non seulement les parents de Clark manquent cruellement de temps d'écran, mais qu'en plus de ça, ils apportent pas non plus grand chose. Surtout la mère adoptive de Clark qui, sert juste de femme au foyer. Elle est là, elle existe, on la voit vite fait, elle a vite fait du temps d'écran, et après ça, on la zappe. Elle a complètement disparu. On s'en fout d'elle, elle a complètement disparu, elle est complètement mise de côté. Tout le monde a oublié c'était qui. Genre, qui la connaît? Allez-y, dites, qui la connaît? Ensuite, la scène d'intro avec le procès du général Zod est à mes yeux complètement inutile. Je sais qu'ils avaient prévu une suite avec les mêmes personnages, etc. Ça, pas de souci. Mais le truc, c'est que si tu mets une scène en début de film, c'est pour qu'il serve justement à la suite du film. Donc pourquoi est-ce que c'est présent en intro de premier film, mais on met pas cette intro au deuxième film? Ensuite, c'est sympa de voir Superman sauver des gens et tout ça, même jusqu'à un petit chat blanc au sommet d'un arbre. Ça, c'est cool, il n'y a aucun souci là-dessus, encore une fois. Le gros problème, c'est que on ne voit pas vraiment l'impact que Superman a sur le peuple. Alors, je veux dire, on le voit au début, on voit les gens, ils sont heureux de voir un sauveur au milieu d'un hélicoptère qui est sur le point de s'écraser, et après, on le voit sauver un peu tout le monde, et ça rend les gens heureux, etc. etc. Cool, ça je veux bien. Mais il n'y a pas de conséquences, par exemple, au niveau carrément international, au niveau politique. Par exemple, le maire ne se pose aucune question de savoir qu'est-ce qu'un mec avec une cape fout là, ou alors personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'un gars qui vole, genre les policiers par exemple, qui sont en train d'agir contre des bandits et des voleurs. Alors certes, c'est un côté qui est dû à l'époque, à l'époque qui se voulait manichéiste à l'époque, rappelez-vous que tout ce qui était pour enfants, fallait forcément que ce soit manichéen, certes, mais quelque part c'est un défaut. Et n'importe quel défaut se doit d'être cité. Ensuite, la ville de Métropolis. Les gars, est-ce que c'est Métropolis ou c'est la ville de New York? Parce que sérieusement,
On reconnaît directement les bâtiments et on voit immédiatement que c'est New York. On voit là la Statue de la Liberté, référence à New York. L'Empire State Building, c'est en référence à New York. Et tu regardes les autres bâtiments aux alentours, t'as vraiment l'impression que c'est New York. Moi-même, quand j'étais petit, j'ai cru qu'il y aurait un crossover un jour entre Spider-Man et Superman qui se rencontrent et peut-être qu'ils s'affrontent ou qu'ils combattent d'autres ennemis, tellement les villes sont semblables. J'ai cru même qu'ils travaillaient exactement au même poste, à savoir au poste de journaliste. Sauf que rien à voir en fait. Déjà, c'est pas du tout le même univers, c'est même pas la même licence, enfin... Voilà quoi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que t'as plus l'impression que c'est la ville de New York plus que la ville de Metropolis. Ce qui fait que du coup, t'as pas du tout l'impression d'être dans une autre ville que celle de New York. Et j'ai vu dans la page des comics que Metropolis, c'est une grande ville en avance sur son temps, colorée presque de couleur d'or. Un truc par exemple que le Superman de James Gunn a très bien retranscrit, mais ça on y revient plus tard. Mais après, c'est pas si grave que ça. Parce que ces défauts, à côté de ce que propose le film, sont mineurs. Tu sens que c'est vraiment un film qui date, qui fait dater aujourd'hui, qui paraît un peu irregardable, mais je regarde aussi d'autres scènes. Ça reste quand même un excellent film et il se regarde encore aujourd'hui. Que ce soit l'attachement que tu as envers les personnages, d'autres personnages qui sont certes un peu moins intéressants mais dont tu as envie de creuser un peu plus, le côté optimiste incarné par le Superman de Christopher Reeve et qui ensuite se change en Clark Kent qui permet d'avoir un contraste intéressant entre un personnage un peu introverti et peu social à un personnage qui donne le sourire au smile et qui surtout est beaucoup plus éloquent que sa version Clark Kent. Ça fait vraiment... côté, comment dire, t'as vraiment l'impression que c'est pas du tout la même personne entre les deux, alors que pourtant non seulement c'est le même personnage, mais en plus c'est le même acteur, la même personne. Comment c'est possible d'être un aussi bon acteur pour incarner les deux à la fois? Sincèrement, je me pose des questions. Un Lex Luthor ultra convaincant, surtout pour l'époque, parce que bon, à l'époque, quand t'avais un méchant, il devait forcément être manichéiste, mais là, Lex Luthor de Gary Hackman est excellent. Mais surtout, ce que je retiens de ce film, c'est qu'il a beau dater de 1978, il est toujours regardable aujourd'hui. Et ça, c'est l'une des plus grandes forces, c'est peut-être la plus grande force du film, d'être encore regardable aujourd'hui. À une époque où les films de super-héros, ça ressemble à ça, hein. Nothing Stephen Strange learned in medical school could prepare him for an attack by an evil sorcerer from the fourth dimension. You should learn whose powers to respect. Come along for a fantastic adventure into the fourth dimension with Doctor Strange. Donc ouais, pas une époque qui donne franchement envie, hein. Donc voir un film Superman s'en sortir comme ça, c'est incroyable. Tu sens qu'en termes de formule scénaristique, c'est pas le film de super-héros le mieux construit. Mais après, c'est que le tout premier d'une longue liste qui suivra. À la suite, on aura des X-Men, des Spider-Man et plein d'autres films qui suivront juste après qui reprendront justement cette formule, dont d'ailleurs le premier sera le Batman de Michael Keaton. Et après, on attendra, certes, on attendra très longtemps, soit à peu près 11 ans avant d'avoir un bon film de super-héros enfin, surtout du côté de Marvel. Mais l'attente aura valu la peine. Et c'est grâce à ce film-là que tout cela sera permis. Donc forcément, on aura eu droit à une suite à ce film. Et c'était nul. Ouais, très concrètement, je sais que là, vous avez l'air d'être choqués en entendant ça. Mais désolé de vous dire ça, les gars. Il y a des fois où quand les gens ils disent c'était mieux avant, c'est que les gars ils ont un peu tort sur certains rapports. Dans mes souvenirs il me semblait bien meilleur, mais c'est vrai que l'avoir revu et il y a vraiment pas si longtemps que ça, ça pique un peu. Je vous assure, j'ai encore un peu mal à mon rive. Bon déjà, le film commence, il se passe à Paris. Bon, allez, admettons si on veut. Puis ça continue avec Superman qui doit sauver des civils d'un ascenseur. Jusque là tout va bien, Superman fait du Superman, je vais pas lui reprocher ça non plus. Seulement, quand on reproche que t'as sauvé Lois Lane, ce qui est bien, mais qu'ensuite tu prends l'ascenseur en laissant les civils à l'intérieur, sachant qu'ils ont une bombe à l'intérieur de cet ascenseur, tout ça pour qu'ensuite ils soient envoyés dans l'espace avec une bombe qui explose, là par contre c'est pas acceptable. Parce que le principe de Superman justement c'est de sauver les gens. Mais si tu vas sauver les gens enfermés dans un ascenseur avec une bombe, et que tu les ramènes dans l'espace pour les faire exploser, c'est pas sauver le monde ça. C'est sacrifier des gens pour en sauver une petite partie. Et là, c'est plus trop Superman, limite, c'est l'autre mec qui était dans Watchmen là, qui avait eu un plan un peu similaire. Killing millions. To save billions. A necessary crime. Et ensuite, je n'ai pas pointé le deuxième problème, les effets spéciaux. Comme je vous ai dit, dans le premier opus, c'était logique d'avoir des effets spéciaux de ce niveau-là. C'était l'époque qui voulait ça, et pour l'époque, c'était très bien. Ça a pas pris une ride. En même temps, t'es charpoté par la Warner, donc ça m'étonne pas que t'aies des effets spéciaux plutôt réussis.
En revanche, dans le deuxième opus, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais il y a eu une régression. Là, tu vois clairement que Superman, il vole autour d'un fond vert. Tu sens que c'est mal détouré, que c'est mal fait. Bref, qu'est-ce qui s'est passé niveau effets spéciaux? Tu sens qu'on a régressé là. Puis ensuite, c'est barbant de voir Lois Lane essayer de découvrir si Clark est Superman. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien au début, hein, mais quand ça dure beaucoup trop longtemps et surtout que tu as une scène longuissime où t'as Lois qui est sur le point de se noyer, tout ça pour que Superman puisse être sauvé par Clark, enfin que Superman bref, vous avez compris, tout ça pour que Superman le sauve, mais qu'en fait ce soit Clark qui se déguise en Superman pour pouvoir la sauver. Parce que c'est sympa, Lois, que tu te questionnes de savoir pourquoi est-ce que Clark disparaît quand Superman apparaît, c'est bien. Mais si c'est pour faire durer des scènes aussi longtemps que ça, non. Voilà, juste, c'est non. Tout simplement. Ensuite, pourquoi est-ce que tu fais venir un moment où Superman perd ses pouvoirs? Bon, déjà, au moment où il apparaît Zod, c'est pas non plus normal, mais au milieu du film. Parce que ouais, c'est au bout de la moitié du film que Superman sait que ce serait une bonne idée de pouvoir perdre ses pouvoirs et être une personne normale. Et ça, sur le papier, c'est une excellente idée scénaristique qui aurait même pu être le point central du film. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ils ont fait ça à moitié de film. Et au final, ce thème qui aurait pu être intéressant pour le film, ne s'est pas fait. Du coup, on a eu droit à une moitié de film où on s'est fait chier. Et une autre moitié de film où on s'est plus ou moins diverti. Notamment avec la scène du bar que j'ai trouvé cool et intéressante. Mais voilà. On a gâché un thème. Le personnage de Zod, en revanche, je l'ai trouvé sympa. Toujours plus manichéen que le précédent, certes. Mais c'est vrai que c'est un peu ça son problème. Là, du coup, là où Lex Luthor avait un côté un petit peu fou mental qui le rendait un peu plus attachant, enfin, pas attachant, mais qui lui donnait au moins un minimum de personnalité. Là, Zod, c'est juste un personnage qui a la même gueule et qui se contente juste d'asseoir sa domination sur les autres sans aucune raison. Du coup, ça le rend pas très intéressant, voire même archi nul. Et encore, ces défauts-là, j'ai envie de te dire, c'est un peu pas grand-chose. Mais déjà, ça plombe un peu le film. Mais après, il y a pire. Genre, par exemple, ça. C'était délicieux. J'ai pensé que pour une fois, nous pourrions nous passer de jus d'orange. Superman qui boit du vin. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ces petits dégénérés. Bon, déjà, que ce soit un Superman qui soit pas originaire des comics, je veux bien. Que ce soit un autre Superman qui cette fois-ci boit d'alcool, bon, c'est qu'un détail, ok. Mais on avait décrété que Superman, certes, c'était un personnage responsable qui, ne boivait pas des substances illicites ou quelque chose comme ça. Fort bien. Mais ça, c'est le genre de choses que t'aimais directement dans le premier film. Et ça a été fait, justement. Or, là, pourquoi est-ce que tu mets un Superman qu'on avait admis comme responsable dans le premier opus en train de boire un verre de vin? Surtout à un dîner aux chandelles. Bon, on va pas trop se poser de questions pour savoir ce qui se passe après ce dîner, quoi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on a montré Superman comme un personnage responsable qui, ne s'intoxiquait pas le corps avec des substances illicites, l'alcool ou quelque chose comme ça. Donc lui faire boire de l'alcool, c'est littéralement trahir ce que le personnage était. Mais après, ça reste moins pire que Superman qui tue Zod. Et ça, c'est un débat qui fait jaser sur Internet, donc je vais intervenir à ce sujet. Superman ne tue pas. Voilà, je sais que dit comme ça a l'air simple, mais Superman a été écrit comme étant un personnage qui ne doit pas tuer. Et ça, c'est véridique. À part si bien sûr tu essaies de bien l'écrire et d'essayer d'amener quelque chose derrière ou quoi. Mais un Superman qui tue, ça doit pas se faire. Parce que si Superman a bien une chose qui le rend unique contrairement aux autres super-héros, c'est parce qu'il considère toute forme de vie comme précieuse et qu'ils ne doivent pas être sacrifiés pour absolument rien. Car sinon, ça entrerait en contradiction avec ce que le personnage de Superman est. À savoir un personnage qui pense qu'au bien des êtres vivants issus de cette planète et qui pense à protéger avant tout. C'est pour ça que ce mec il va jusqu'à sauver des vies au point d'aller sauver un chat au bout d'un arbre. Tout simplement parce qu'il considère que toute vie est précieuse au point qu'il doit immédiatement les sauver, peu importe les circonstances. D'où le twist que l'on a eu à la fin du premier Superman, lorsque Superman remonte le temps justement. Donc voir Superman tuer Zod, non. Juste non. Man of Steel, bien sûr, fera aussi tuer Zod par Superman, mais il y avait quelque chose derrière, il y avait une histoire, mais ça aussi on y parle après. Mais tout ça pour dire que Superman ne doit jamais tuer en aucune circonstance.
Et là, pour le coup, il a fait totalement gratuitement. Et ça, bah, ça rend que le film encore plus détestable. Parce que on a fait de Superman un personnage ultra basique, à savoir un super-héros bah, qui se croit fort et qui surtout sauve des gens, mais qui derrière se contente aussi de tuer des méchants sans aucune raison apparente, alors qu'il suffisait juste de les mettre en prison, sachant qu'en plus ces derniers avaient déjà perdu leur pouvoir. Du coup, bah, ça rend Superman extrêmement malhonnête sur cette scène. Donc bref, pour le second opus qui est mauvais, que vaut le 3 ? Bah, le 3, j'ai été plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à absolument rien. Et j'ai été plutôt surpris des plutôt bonnes idées qui ont été prises. Par exemple, faire de Superman bah, quelqu'un de complètement différent. Un mec qui va bah, littéralement renier presque ses principes via une kryptonite... Bon, tout droit sorti de Smallville, hein, je dirais. Mais quelque part, ça marche. C'est vrai que dit comme ça, j'avais pas du tout l'impression d'avoir reconnu le Superman que bon, on avait connu dans les 2 précédents films. Mais le voir dans cet état-là, petit à petit se dégrader, au point que le mec il va jusqu'à draguer une de ses anciennes copines pour ensuite, bah, comment dire, faire des trucs un peu sales et un peu méchants partout dans le monde. Bon, dit comme ça a l'air d'être le minimum syndicat, hein, on n'est pas sur Injustice non plus. Mais quand même, voir un Superman se dégrader comme ça, je trouve ça super intéressant. En fait, j'ai l'impression que dans la construction narrative, la trilogie de Superman ressemble énormément à la trilogie de Sam Raimi. On a un premier opus où on nous présente un super-héros qui aide les gens, qui aime sauver les gens et qui est prêt à tout sacrifier pour cela. Le deuxième opus nous montre bah, un héros, comment dire, qui perd petit à petit ses pouvoirs et apprend un petit peu à laisser le monde se débrouiller seul pour qu'il puisse vivre sa vie tranquillement, sauf que le monde lui rappelle que ce monde doit être sauvé, qu'il a à tout prix besoin de lui, et donc renfile le costume pour pouvoir bah, arranger à nouveau les choses. Et ensuite on a le troisième qui lui bah, remet encore une fois le héros un peu plus en question, sauf que cette fois-ci il le fait presque quasiment basculer du côté obscur. C'est littéralement la même construction, et c'est comme si Sam Raimi avait fait une meilleure trilogie Superman que la trilogie Superman en question. C'est incroyable. Parce que ouais, je considère que cette version est un petit peu mal amenée, mais encore une fois, c'est dû aussi au côté manichéen. Mais bon, quand ce côté manichéen prend le dessus au bout de 3 fois, ouais, piège-moi 2 fois, honte sur toi, et piège-moi 3 fois, honte sur moi. Mais après, ce qui est bien, c'est que les mecs, ils assument tellement le côté kitsch que Clark va jusqu'à affronter son propre double maléfique qui, bon, apparaît un peu comme ça par magie, mais bon, à partir du moment où les pouvoirs de Superman sont peu justifiés dans l'histoire, et bah, met un peu plus en avant le côté un peu kitsch. Allez, pourquoi pas, j'accepte. Et puis en plus, le combat est plutôt cool, bien que je trouve ce combat un peu trop lent pour ce qu'il raconte. Le méchant du film est sympa. Là, pour le coup, je dois avouer, le méchant du film est plutôt sympa. Il est original, surtout, bon, on se tape souvent Lex Luthor, le Général Zod. Au bout d'un moment, ça fait du bien aussi un peu de nouveauté, à savoir un petit Richard qui veut à tout prix exterminer Superman, et ce peu importe les moyens, histoire de prouver à quel point il est riche, fort et puissant, et aussi parce que bah, il nuit un petit peu à son business, qui lui veut bah, exterminer tout ce qui est naturel dans le reste du monde pour pouvoir satisfaire ses propres richesses. Il est cool ce méchant, hein, je l'aime bien, j'aimerais bien le voir aussi un peu plus souvent dans les nouvelles productions Superman, et j'espère que ça arrivera. J'espère aussi que James Gunn ne tombera pas aussi dans le piège de nous présenter à chaque fois les mêmes méchants que Superman. On a eu Lex Luthor déjà, certains prédisent même qu'Henry Cavill va jouer Général Zod. Voilà, j'espère qu'il va pas tomber dans le même piège. Et autre qualité cool, on a Eddie Murphy, qui fait un très bon boulot, mais bon après, c'est Eddie Murphy, il a le métier pour ça. Mais c'est vrai qu'il a un rôle plutôt cool, je l'ai vraiment bien aimé, donc du coup c'est la petite mention honorable que je mets. En revanche, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on met un peu à l'écart Lois Lane, même si bon, c'est justifié dans le second opus via le fait que bah, Superman a fait perdre la mémoire à Lois Lane via une autre cohérence amenée par le deuxième opus, mais bon... On n'est plus à ça près de toute façon avec ces films-là. Et ramener une femme connue de l'ancien lycée de Clark Kent, qui d'ailleurs, autre défaut du premier opus, était très peu sous-développé. Et là, j'avoue, il y avait une porte d'entrée pour pouvoir donner un peu plus d'importance bah, aux années lycée de Superman. Et là, encore une fois, bah, malheureusement, ça n'a pas été fait et c'est dommage. Mais bon, ça, je laisse ça en tant que défaut du premier Superman. Mais c'est bien aussi que bah on revienne justement un peu aux origines de Superman à Smallville. Ça, c'est une qualité que j'approuve. Bon, en revanche, les effets spéciaux, ils sont un petit peu à la ramasse. Mais bon, à ce stade, allez, on va laisser passer un, parce que c'est bon, au bout d'un moment, niveau effets spéciaux, on sait que ça peut à la ramasse. En revanche, ce que j'ai pas trop aimé, bon, c'est de voir un peu Superman faire des actions un peu malhonnêtes à un moment donné dans le film, comme par exemple trouer bah, pétrolier, ou alors redresser la tour de Pise pour qu'elle soit droite, etc., etc. Et après ça, bah, réussir à réarranger la chose. Bon, je sais bien que c'est Superman, mais de là à lui donner des pouvoirs aussi cheatés que ça, c'est à se poser de question de savoir où est-ce qu'il les sort, Superman, ses pouvoirs. Est-ce qu'il les sort de son cul, de sa cape Bref, il y a énormément de défauts, mais dans ces défauts,
et bah je retiens énormément du bien. Le côté Superman qui devient un peu plus méchant au point qu'on en voit littéralement sa tenue se salir ou le fait qu'il se coiffe de plus en plus mal. Le méchant qu'ils ont fait pour ce film est vraiment très fascinant et hyper intéressant et change de ce qu'on a eu en tant que super méchant dans les films précédents. Bref, franchement ce film est plutôt cool et c'est cool aussi bon, que certes ils aient changé de réalisateur entre les deux, mais après dites-vous que je n'ai pas vu la Richard Donner's Cut. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette version, c'est la version authentique du réalisateur qu'il a fait juste pour le deuxième opus. Parce que bon, je pense qu'il a dû se dire le troisième, il était plutôt sympa, il allait le garder. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu cette version de Richard Donner, du deuxième opus de Superman en tout cas. Donc si jamais, voilà, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me servir cette version si jamais vous l'avez. Ok, donc Superman 2 est tourné en même temps que le premier, mais des soucis de production vont forcer Donner à se concentrer sur boucler Superman 1. Le truc, c'est que les producteurs, Alexander et Ilya Solkind, ne sont pas contents de Donner et vont le remplacer par Richard Lester, connu surtout pour son style comédique. Une suite avec Superman qui perd son réalisateur sérieux à cause de soucis de production et qui le remplace par un réalisateur plus comique, ce qui mène à un film bancal et, des années plus tard, une version remontée par le réalisateur original, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'une fois. On aurait pu s'arrêter là et on aurait pu avoir une très bonne trilogie qui se termine très bien et tout. Seulement, on a eu Superman 4. Et j'ai pas eu envie de voir ce film parce que un catcheur nucléaire balancé dans un soleil et tout ça, ça m'a un peu découragé de la chose, au point que certains considèrent que ce film est l'une des pires suites qui a été donnée d'avoir vu. Et comme moi, j'aime pas trop continuer des suites quand ça commence un peu à partir en couille, j'ai déjà eu un peu trop d'expérience à ce sujet et j'ai pas trop envie de répéter la chose, tu vois. Donc pour conclure, c'est de la merde parce que j'ai pas vu ce film. Et on va ignorer ce film et en venir justement à l'acteur que représente Christopher Reeves aux yeux des fans. Parce que Christopher Reeves est devenu mythique juste grâce à ce film Superman. Et vous allez me dire, pourquoi ? Pourquoi lui plus qu'un autre ? Eh ben c'est simple, ce film a été un modèle pour beaucoup de gens. Ce film a inspiré l'espoir, surtout dans un monde aussi craintif que celui-ci, aussi crac-crac que le nôtre. Et ça a aussi inspiré énormément de valeurs pour beaucoup. Il a apporté un côté optimiste, un côté rêveur et surtout aussi un côté beau et surtout ce sourire, ce smile, cette envie de vouloir sauver les gens autour de soi. Ça a encore une fois aussi eu cet effet cathartique sur les personnages et surtout sur le reste du monde. Quand les gens ils ont vu Superman, ils ont su s'identifier à ce personnage-là. Ils ont su même carrément l'iconiser au point qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un documentaire sur l'acteur Christopher Reeve. Et après, Christopher Reeve a eu un accident de cheval qui l'a rendu paralysé à vie, ce qui fait qu'il se déplaçait désormais en fauteuil roulant. Et justement, on l'a vu en fauteuil roulant se déplacer dans un festival cinématographique et écoutez-moi ça. Le mec a perdu 2 vertèbres cervicales en tombant de cheval et pourtant il est littéralement accueilli comme un héros alors que le mec il est assis sur un fauteuil roulant. C'est incroyable à quel point c'est puissant de voir que même handicapé sur un fauteuil roulant, ce mec a encore une puissance aussi positive que celle-ci. C'est comme si on voyait son visage, on était heureux. Et je souris sans faire exprès, regardez. Et tout ça, c'est aussi dû au fait que grâce à tout l'argent qu'il avait généré via son salaire pour avoir joué Superman, et ce dernier a pu aider notamment des associations d'aide collective pour, contre sa maladie justement. Et vient le drame en octobre 2004 lorsqu'il meurt.
son dernier rôle, symboliquement, c'est d'avoir joué dans un épisode de Smallville. Un épisode qui retrace justement les origines de Superman. Ou tout du moins, son Superman. Donc du coup, c'est triste à dire, mais ce dernier nous a quittés à cet instant-là. Et le pire, c'est que ce sera pile à une période où le monde commencera petit à petit à aller mal. Et là, va maintenant se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Et surtout, on peut d'abord se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'a généré Christopher Reeve? Il a non seulement été un symbole d'espoir pour les fans qui l'ont vu, mais surtout, il a apporté du bonheur autour de lui. Donc rien que pour ça, retenons Christopher Reeves pour le bien qu'il nous a fait et surtout qu'il a apporté au reste du monde avec lui. Parce que c'est ça qui mérite de reposer en paix plus que autre chose. Car dans le fond, Christopher Reeve était un peu notre Superman à toutes et tous. Un Superman qui, à ce jour, on n'oubliera jamais. Seulement là maintenant, la question va se poser pour la Warner et pour DC. Ça va être qui maintenant le prochain Superman? Parce que pour avoir dressé la barre aussi haute, là maintenant la question ça va être de savoir qui va réussir à aussi bien succéder à Superman que lui. Surtout à une période qui commence à s'assombrir petit à petit. Non seulement avec le 11 septembre, mais aussi à la crainte que l'on se fait des personnes étrangères. Bref, c'est vraiment l'une des pires périodes possibles qui commence. Et ça va pas faire du bien à tout le monde cette période. En 2003, suite aux attentats du 11 septembre, les États-Unis de George W. Bush, prétextant la possession d'armes de destruction massive par Saddam Hussein, attaquent l'Irak. Ces images vont faire le tour du monde. C'est le début d'une escalade qui aboutira à la bataille de Falloujah en novembre 2004. Valise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, justice sera faite. L'heure est venue d'engager des représailles et d'exiger de l'Afghanistan des comptes.